Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Le ministère de la Santé a bénéficié de nombreux appuis pour la réalisation d'infrastructures après Ebola. En fait foi la construction d'un nouveau hôpital mère et enfants en Sonfonia et la rénovation de l'hôpital d'Anka. Les artisans guinéens expriment leur talent et meublent l'administration publique comme le souhaite le président de la République. Ils viennent de livrer des meubles au ministère de l'Économie et des Finances. Amdalaï, une autre fabrique d'eau minérale appelée Oevo, vient d'être épinglée selon les services du colonel Tchegoro et l'inspection générale du ministère de l'Industrie. Cette fabrique ne répond pas aux principes qui régissent la fabrication des aliments destinés à la consommation. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur la télévision nationale. Dans la relance du système de santé post-Ebola figure la construction d'un nouveau hôpital à mère et enfants Sonfonia et le projet de rénovation de l'hôpital de Donka, tous conçus pour apporter un soin sécurisé aux patients. Le ministre de la Santé est allé s'enquérir du niveau d'avancement des travaux. Le point avec Aïtia Toubari. Sur ces vastes domaines militaires de Sonfonia-Lac sort de terre une infrastructure sanitaire. Il s'agit d'un hôpital pour mères et enfants offert par la Fondation Mohamed VI pour le développement durable. Les travaux de génie civil sont financés à hauteur de 160 dirhams, soit près de 14 millions de dollars par le roi du Maroc. Sur une superficie globale de 3,5 hectares sont prévues 4 salles d'opération pour une capacité annuelle de 600 interventions chirurgicales gynécologiques et de 12 000 consultations pédiatriques. Il y a beaucoup de services, on peut dire il y a des réanimations, il y a des blocs opératoires, et l'imagerie et les consultations. Et on peut dire à un niveau de 80% au niveau de grosses œuvres. On espère qu'on entame tous les travaux techniques dans le plus bref délai. Autre chantier ouvert dans le secteur sanitaire, c'est celui du projet de rénovation et d'extension du CHU Donka. Financé par le Fonds saoudien et la Banque islamique de développement à 52 millions de dollars, du carrelage au plafonnage, à l'installation électrique, en passant par les ascenseurs et monte-malades, tout a été testé par le ministre de la Santé pour s'assurer de la fiabilité. Pour les services déjà achevés, l'installation des équipements sanitaires est annoncée. Nous sommes à une phase où il est très important que les entreprises qui sont sur le terrain donc collaborent étroitement avec les équipementiers. Et vous avez vu des conteneurs dans la cour de Sakov et ailleurs qui contiennent le premier lot d'équipements, ça est le mobilier médical, donc qui est arrivé sur le chantier. Donc l'un sur l'autre, nous sommes satisfaits vraiment de l'évolution de ce chantier et surtout de la qualité du travail qui a été fait. Pour l'heure, le délai de finition du chantier de l'hôpital national Donka reste indéfini. Mais à terme, 62 000 consultations spécialisées et 14 000 hospitalisations seront réalisées dans ce centre hospitalier. Une capacité de prestation nettement augmentée pour réduire considérablement le taux d'évacuation sanitaire auquel le pays fait face. À la même page, un groupe d'anesthésistes réanimateurs actualise leurs connaissances par la formation. 24 millions de dollars est la somme financée par l'USAID pour renforcer le savoir professionnel de cette cheville ouvrière de la médecine. Jenny Ansane. L'USAID soutient la Guinée dans sa politique de modernisation du système sanitaire. Pour la première fois, ces anesthésistes guinéens apprennent l'utilisation de nouveaux outils de travail. C'est un appui des partenaires américains à travers l'USAID. Les anesthésistes n'ont pas eu beaucoup d'opportunités pour avoir des formations. Et aujourd'hui est donc pour le ministère de la Santé un grand jour parce que nous avons de nouveaux appareils d'anesthésie, des appareils de qualité très adaptés qui peuvent fonctionner sans courant électrique, sans bouteille d'oxygène. Et tous ceux qui vont l'utiliser sont en train de subir une formation actuellement afin qu'ils puissent mieux utiliser ces appareils au mieux de ses capacités et assurer une maintenance préventive.
Nous avons remarqué au cours de différents suivis qu'il y a un problème d'oxygène. Tout le pays n'a presque pas d'oxygène pour la santé maternelle et néonatale. Donc il faut, comme on a des problèmes d'électricité, il y a le problème de transport d'oxygène. Nous avons jugé utile de trouver ces appareillages-là qui n'ont besoin ni d'électricité ni d'oxygène pour clôturer les compétences et les connaissances de ces agents. Cette formation est destinée aux prestataires de 18 structures sanitaires. L'objectif est d'acquérir des connaissances nécessaires à l'utilisation de ces machines anesthésistes de dernière génération. Nous espérons qu'après cette formation, les participants et les participantes ici vont utiliser ces machines dans des très bonnes conditions et que cela pourrait vraiment à l'avenir améliorer la prise en charge en opératoire les malades. Avec la formation, on a appris beaucoup de choses parce que avec l'ancienne pratique et la nouvelle pratique que nous venons d'acquérir aujourd'hui, quand même on est vraiment comblé de soi. Et il y a une grande différence entre la machine qu'on utilisait avant et celle d'aujourd'hui. Cette séance de formation s'est soldée par l'installation et l'expérimentation d'une machine au CMC de Matam. Une activité pratique qui permet à une patiente d'accoucher des triplés sans problème. Et puis les leaders religieux en formation sur les problématiques de la santé familiale en Guinée, des thématiques sur les mutilations génitales féminines et de la santé reproductive sont désormais dans un guide de prêche. La formation est financée par l'UNFPA et GIZ. Abraham Christophe Conté, Makemedonzo, reportage. Des experts en langue et des cadres bilingues venus de différentes régions du pays prennent part à ce conseil des leaders religieux. Ils viennent s'enquérir du contenu du document de lutte contre les mutilations génitales féminines et étudier la position de l'islam par rapport à cette problématique de santé familiale. Un document élaboré par le collectif des imams de la sous-région, financé par l'UNFPA et la GIZ. Objectif, impliquer les leaders religieux dans la promotion de la santé sexuelle et reproductive en Guinée. D'abord, vulgariser un modèle, un manuel sur les violences basées sur le genre, qui peut permettre aux imams et aux leaders chrétiens de faire des prêches sur les violences basées sur le genre, qui a ces différentes composantes, dont les mutilations génitales féminines, les violences corporelles, etc. Et le second, d'adopter un manuel de formation. Et on ne peut pas l'adopter sans que les leaders religieux ne statuent sur le manuel pour voir les manquements et apporter des corrections afin d'adopter un document précieux pour les leaders religieux sur la santé de la reproduction. L'excision des jeunes filles, on l'a pratiqué en Guinée depuis très longtemps. Nous l'avons trouvé avec nos parents qui le faisaient. Mais la science a expliqué et a démontré que c'est une activité néfaste. Non seulement ça diminue la personnalité de la femme, la fille, mais ça crée des problèmes dans la procréation dans le futur. Cette rencontre constitue un espace d'échange entre professionnels de la santé et leaders religieux. Les débats ont porté sur des thématiques comme la promotion de la santé reproductive et la vulgarisation du guide de prêche sur les MGF dans notre pays. Mettre à la disposition des leaders religieux de Guinée, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, pour un document sur lequel ils vont se baser pour informer, former et sensibiliser la population guinéenne sur des pratiques à adopter pour que la santé de la reproduction soit une réalité en Guinée. Si ces imams qui sont tout près de nos communautés, de nos populations, s'engagent avec nous, je pense qu'on peut s'estimer heureux, on peut compter sur eux. En élaborant ce guide prêche, la plateforme des leaders religieux pour la promotion de la santé et de la reproduction entend accompagner le gouvernement dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. Ce document sera vulgarisé dans les 33 préfectures et les 5 communes de la capitale.
Autre sujet, les produits régis pour la productivité doivent être réglementés suivant certaines normes, même s'ils sont utiles dans la lutte contre les nuisibles. Telle est l'une des feuilles de route du Comité national de gestion pesticides en Guinée, un effort de promotion rurale soutenu par le Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Fodé Camara nous fait le point. Très sucré et d'un arôme parfumé, la mangue de Guinée a un autre atout: la précocité de sa période d'exportation. Une campagne de commercialisation qui commence en avril, un mois avant les pays voisins. Principale contrainte de cette filière, les mouches des fruits. À titre illustratif, avec une capacité d'exportation potentielle de 30 000 tonnes par an, la Guinée a du mal à dépasser les 1000 tonnes de mangue exportées vers l'Europe annuellement. Toute la Guinée aujourd'hui cherche, à travers les services déconcentrés du ministère de l'Agriculture, cherche à mettre une croix sur l'évolution des mouches des fruits, qui est un fléau et un insecte de quarantaine. Ça veut dire que quand à l'export, un seul asticot de mouche se retrouve dans un conteneur, même si c'est 40 conteneurs que vous exportez, tout va être retourné et ça doit être détruit aux frais de l'exportateur. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui est dur. C'est dur non seulement puisque c'est à travers aujourd'hui l'export de la mangue que le pays peut se doter des devises qui pour permettre vraiment de développer l'économie. À part les pièges plus écologiques, les autres moyens de lutte contre les mouches sont des produits chimiques qui parfois s'avèrent dangereux pour l'environnement. Des pesticides susceptibles même d'affecter la santé des producteurs et la qualité des fruits. À la faveur de l'adhésion de la Guinée au SILS, et puisque la Guinée a le SILS a des organes comme le comité sahélien des pesticides, qui est désormais un organe important, n'est-ce pas, qui travaille contre toute la CEDEAO, du coup, l'harmonisation est désormais unique, parce que ce n'était pas facile. Il y a des pays où, dans un même pays, il y a plus de 10 réglementations, 10 institutions indépendantes, qui se disent indépendantes, et qui se refusent de se soumettre à l'autorité centrale pour réglementer les importations et la circulation, le commerce des produits, parce que les enjeux financiers sont importants. Dans ces pays, c'était la catastrophe. Heureusement, nous, on n'a pas atteint ce niveau. Au-delà des fruits, cette problématique touche toutes les filières agricoles, souvent décimées par des nuisibles. Pour réguler la protection des végétaux, le Comité national de gestion pesticides en République de Guinée est installé. Son rôle de supervision est conforme aux exigences de sécurité alimentaire et de santé publique de l'OMS et de la FAO. Mais je dois rappeler que ce n'est pas la quantité qui est importante, c'est le type de pesticides qui entrent dans le pays qu'il faut regarder. Malheureusement, beaucoup de nos pays aujourd'hui sont, comme on dit, la poubelle de tous les types de pesticides obsolètes qui ont été interdits pendant des décennies à travers le monde. Donc je pense que, bien que les pesticides soient considérés aujourd'hui comme une certaine nécessité dans l'agriculture, beaucoup de pesticides aujourd'hui ont été classés comme un danger de santé publique dans nos pays et dans le monde. Ce comité multisectoriel est chargé de réglementer l'importation des pesticides par la vulgarisation d'un code de bonne conduite. Les inconvénients majeurs auxquels on assiste sont ceux liés aux intoxications et aux contaminations des nappes phréatiques. C'est dans ce cadre que la volonté de mise en place du comité d'homologation des pesticides en Afrique de l'Ouest est utile et urgente. Plus des départements du développement rural, l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'environnement. Cette synergie d'action contre les pesticides dangereux est ouverte aux douanes, au commerce, aux importateurs et transporteurs. Direction Mamou, le ministère de l'Agriculture, à travers le projet d'appui au secteur agricole, a élaboré un guide et manuel de suivi-évaluation. Ces documents offrent aux acteurs de terrain un cadre méthodologique de planification et de budgétisation du secteur axé sur les résultats. Les cadres des structures déconcentrées et organisations professionnelles étaient en réunion technique où ils ont bénéficié des connaissances sur l'utilisation de ces documents. Mamadou Paté Baldé.
La Guinée dispose désormais de documents fiables pour promouvoir davantage le secteur agricole. Ces guides de planification et manuels de suivi et évaluation ont été élaborés par le ministère de l'Agriculture à travers le projet d'appui au secteur agricole. Ces documents offrent aux acteurs de terrain un cadre méthodologique de planification et de budgétisation du secteur axé sur la gestion des résultats. Ce guide se veut un document qui introduit des changements essentiels, une nouvelle approche dans la planification et dans la programmation budgétaire. En ce sens que la planification va se faire sur un moyen terme, la programmation budgétaire également, et l'opérationnalisation se fera sur le court terme qui est l'année budgétaire. Et ce dispositif de suivi et évaluation du secteur agricole, axé sur les résultats, effectivement découle de la validation de l'instrument technique qui permet d'opérationnaliser la politique nationale de développement agricole du secteur. Il s'agit du plan national d'investissement agricole et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Grâce à l'appui technique et financier de la Banque mondiale, ces documents offrent à la Guinée un dispositif de suivi et évaluation qui découle de la validation et de l'opérationnalisation du plan national de développement agricole du secteur dans le pays. Les 4 ministères sectoriels qui vont travailler sur la base de cet outil en matière de planification, c'est-à-dire les planifications qu'on a appelées ici les PTPA, programme de travail et budget annuel, qui vont être décentralisés jusqu'au niveau préfecture et qui vont faire objet vraiment de cumul, qui vont arriver jusqu'au niveau ministériel pour constituer des CDMT annuels par ministère sectoriel. Ça nous permet d'évaluer les activités et surtout le suivi de tous les acteurs de développement, en l'occurrence les projets, les programmes des organisations paysannes. Ça, c'est l'objectif visé et qui nous permet aujourd'hui de tirer les résultats attendus et d'apprécier les activités au niveau de notre juridiction géopolitique. L'exploitation du guide manuel permettra aux cadres des structures déconcentrées de programmer leurs activités en assurant un lien cohérent entre les moyens sollicités et les résultats attendus. Les ministères intervenant dans le développement rural comptent sur l'engagement des acteurs à s'approprier des contenus de ces documents pour l'amélioration et l'efficacité des dépenses publiques au bénéfice des populations. Parlons à présent du savoir-faire et de l'ingéniosité des artisans guinéens, secteur promoteur et très important pour le chef de l'État qui entend valoriser le Made in Guinée. Pour confirmer leur créativité, les artisans viennent de livrer des meubles au ministère de l'économie et des finances suite à une commande. Nous vous laissons apprécier le talent de ces artisans avec notre reporter Tcherno Ousmane Diallo. Lorsque les travailleurs viendront occuper les nouveaux locaux de la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique, ils utiliseront des mobiliers Made in Guinée. Fruits du génie créateur des menuisiers de Conakry, ces mobiliers sont installés dans tous les bureaux du bâtiment et résultent de la volonté du chef de l'État d'offrir l'opportunité aux artisans guinéens de promouvoir leur savoir-faire en équipant l'administration publique. Tout d'abord, je remercie le chef de l'État, le président de la République, son Excellence le professeur Alpha Condé, à travers son gouvernement, qui ont déjà initié ce programme depuis. Mais cette fois-ci, pour la première fois, c'est Madame le ministre de l'économie et des finances qui a fait la première fois le premier pas, tout en nous confiant une tâche, en nous permettant, nous les artisans, d'exprimer nos talents jusqu'à ce niveau. Cependant, nous comptons élargir avec le gouvernement et d'autres partenaires ce genre d'exécution, ce genre de production. À vrai dire, si on continue comme ça, là, ça va soulager beaucoup de Guinéens et beaucoup d'ouvriers guinéens. Parce que la menuiserie, il faut voir, là où nous travaillons, dans le bas-fond là-bas, on représente plus de 4000 menuisiers, maîtres et apprentis confondus. Donc, si on a un boulot de la sorte, vraiment, on va s'organiser à remplir les conditions du gouvernement.
Les artisans ayant bénéficié de contrats pour équiper cette direction du ministère de l'économie et des finances ont été sélectionnés suite à un concours où plusieurs artisans avaient présenté leurs produits à un jury censé déterminer les plus aptes à produire des meubles de qualité. Près de 500 meubles ont été commandés auprès d'une dizaine d'ateliers pour donner de l'importance à la production locale et traduire en actes une volonté présidentielle. Nous avons souhaité au ministère de l'économie et des finances avoir ce projet pilote pour montrer ce que le président ne cesse de nous dire, que l'on peut produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Et je crois qu'aujourd'hui l'exemple est complètement palpable. Tout le défi, c'est bien sûr de voir comment est-ce qu'on peut faire passer ce programme pilote à une échelle beaucoup plus grande et considérer que désormais il sera pour nous important d'allouer un pourcentage, je dirais, de nos commandes, de notre commande publique à ces artisans menuisiers, à d'autres artisans également, pour pouvoir meubler nos administrations. La promesse d'accorder plus de place aux artisans en les octroyant ce genre de marché avait été tenue en mars 2016 par le chef de l'État à l'occasion d'une rencontre avec ces derniers. L'idée devrait permettre de qualifier le secteur artisanal guinéen et le rendre plus compétitif tout en contribuant à lutter contre le chômage. Une équipe multimédia était sur les sites de construction des barrages hydroélectriques. Le doyen Ansouman Bangora, journaliste chroniqueur, était de la partie. Juste après, il a été reçu dans l'émission spéciale Zoom du jour où il explique l'intérêt des travaux réalisés. Nous vous proposons un extrait de cette émission réalisée avec Isidore Gonana Nanamo de Tunkarata. Pas que la Guinée sera au niveau de l'Afrique du Sud, que la Guinée va titiller le Portugal ou l'Espagne du point de vue développement. Non, mais à l'horizon 2030, que les Guinéens, surtout les jeunes Guinéens, la jeunesse guinéenne, soient rassurés. Alors, cette jeunesse, qu'elle aura un bon, un grand, un beau pays, bon à vivre, oui. Alors, pour être bref sur cette question, est-ce que vous qui êtes allé sur le terrain, vous avez vu les travaux, est-ce que ces travaux ont un lien avec le délestage que nous connaissons aujourd'hui dans nos foyers? Non, 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 pas du tout. Le délestage, il est normal, il était prévu qu'il en fût ainsi. Je voudrais faire justice d'une assertion qui prospère encore aujourd'hui, bien malheureusement, selon laquelle il avait été dit au moment de la construction ou de l'inauguration de Caleta que tous les problèmes de courant seraient résolus. 24 heures sur 24, nous aurions le courant. Mais c'est faux, ça n'a jamais été dit. Caleta destiné à donner le courant. Pour être clair, il faut... Pour être clair, ça n'a rien à voir. Ce qui se passe aujourd'hui à Caleta, c'est normal. Normal, et c'était prévu. Ça avait été prévu, il avait été dit ce qui se passe aujourd'hui, ou prédit ce qui se passe aujourd'hui, et que l'État fonctionne très bien. Très, très, très bien. Et il nous faut avoir le courage de l'honnêteté, de la franchise, de la vérité. Il nous faut aujourd'hui, à ce stade de notre évolution, nous efforcer à la vérité. Laquelle? Par exemple, cette histoire de courant, de Caleta. Laquelle? Par exemple, le bilan de Alpha Condé. Le bilan de Alpha Condé est élogieux, profitable au bonheur de la Guinée. Effectivement. Et pour être plus explicite? Plus explicite, oui. Nous sommes tous en Guinée. Vous voyez les réalisations, vous voyez Caleta, vous avez Caleta sous la main, Caleta qui donne le courant, vous avez Swapiti qui est en marche, vous avez Amaria qui est lancé, et on vous a dit ce que tout cela peut vous apporter comme bonheur. Vous suivrez l'intégralité de cette émission après ce journal. Restructuration des unités industrielles en Guinée. Depuis quelques semaines, l'inspection générale veut amener les usines à ajuster leur outil industriel. Un autre site de fabrique d'eau est dans le viseur de l'inspection générale. Ces mesures visent à préserver le bien-être de la population. Plus d'informations avec Isia Gaba.
En plein centre-ville, précisément au quartier Amdalaï, se trouve cette usine de production d'eau minérale. Dans cette unité industrielle, 2 petites machines opèrent à ciel ouvert à partir d'un forage. 3 cuves d'eau servent de réservoir depuis près d'une année, une démarche qui serait loin du respect des normes de fabrication. Cette qualité n'est autre que la qualité de sachet qu'on doit mettre dans les supermarchés pour mettre les produits achetés par les clients. Premier constat. Deuxième constat, vous voyez le système de filtration derrière moi. Ce filtre doit être blanc. La première caractéristique, je dis bien caractéristique fondamentale, ce filtre doit être d'1 micron ou de 5 microns. C'est-à-dire pour ne pas laisser les organes passer à travers ce filtre. Accusés de s'être installés dans la clandestinité, les responsables de cette raffinerie nient en bloc cette accusation et disent avoir reçu l'aval des autorités compétentes avant de procéder à l'opérationnalisation de leur activité en Guinée. C'est entreprise à haut niveau. On avait pris les documents près des hydrauliques, les communes et les gens qui fait les tests pour l'eau. Moi, je m'attaque à quoi? Je m'attaque d'abord à ceux-là qui délivrent les documents. Parce que ce monsieur, on l'a dit tout de suite là, il dit qu'il a un document, lequel je ne sais pas. On va l'identifier au bureau. Ceux qui délivrent les documents, il faut qu'ils soient capables de surveiller l'installation. Lorsqu'on délivre un document, monsieur dit, je veux faire telle ou telle chose. Après avoir mis ou après avoir construit l'industrie comme ils le disent, il faudrait que le ministère de l'Industrie, en accord avec le ministère du Commerce, parce que le produit fini, c'est le ministère du Commerce qui rentre en jeu. Cette mission-là ne va pas s'arrêter. C'est pourquoi je vous ai promis que l'année 2018, c'est une année d'action. Au-delà de cette unité clandestine, l'équipe de l'inspection a également découvert ce stock de produits pharmaceutiques exposé sur cet immeuble en construction. Là, aucune condition de conservation n'est respectée. Aussitôt, les responsables sont interpellés par les services de colonel Thiegoro pour gagner la croisade contre les unités industrielles évoluant dans l'illégalité. Le colonel Thiegoro et ses hommes sollicitent le soutien des populations. Retour sur les actualités nationales qui ont marqué cette semaine. Tout d'abord, la visite du chef de l'État dans les unités industrielles. Aussi, pour rendre plus prompte l'autonomisation des femmes, professeur Alpha Condé a présidé la signature d'une convention qui va accroître les capacités financières des MUFA. Et enfin, mieux vaut prévenir que guérir. Bientôt, la saison des pluies, l'État, à travers le ministère de l'Habitat, prend ses responsabilités sécuritaires au niveau de la réserve occupée de Mundula et de la décharge de Conakry. Suivez le condensé de cette compilation de grands reportages de la semaine. L'industrialisation de la Guinée, le président Alpha Condé en fait une grande priorité. Ainsi, le pays n'importe presque plus de farine et de ciment. Les moulins de Guinée, groupe Tafagui, et les moulins d'Afrique, groupe Sonoko, couvrent les besoins du marché guinéen en matière de farine, d'aliments de bétail et de volaille. Mieux, ils en exportent dans la sous-région ouest africaine. Le président Alpha Condé, accompagné de plusieurs de ses proches collaborateurs, s'est rendu dans les installations techniques de ces industries mardi 10 avril 2018. Après 3 ans d'évolution, les mutuelles financières des femmes africaines de Guinée et les mutuelles communautaires de croissance enregistrent des résultats qui poussent les responsables à la recherche de financement pour satisfaire des demandes de plus en plus nombreuses des jeunes et des femmes désireux d'entreprendre et sortir de la pauvreté. Jusque-là, 65 milliards de francs guinéens ont été octroyés à travers ces micro-banques particulières. La signature de la convention de financement entre AfriLoan First Group et AfriLoan First Bank Guinée va permettre d'injecter 165 milliards de francs guinéens dans leur développement. Une vraie bouffée d'oxygène pour l'ensemble des mutuelles. Nous avons beaucoup plus de mutualistes et les ressources commençaient à être minimes par rapport aux besoins exprimés par les mutualistes. Donc c'est une bonne opportunité que nous allons saisir et nous allons fructifier la part que nous allons avoir au niveau de notre MUFA. Ce qui est important ici,
c'est que les usines sont les derniers modèles, c'est-à-dire tout est mécanisé. Vous voyez par exemple, ils ont un onduleur de 5000 kVA. Ça veut dire que, quelles que soient les variations de courant, ça n'a pas d'effet sur la machine. Ensuite, vous voyez, c'est des jeunes Guinéens, vous avez vu Condé et Conté, qui sont sur tout est mécanisé. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de main-d'œuvre, parce qu'il y a les main-d'œuvre pour le transport des sacs, etc. Vous verrez aussi que l'usine de Kenyoko aussi est aussi extrêmement moderne. Donc, c'est une usine de dernière qualité qui donne la farine de très bonne qualité. Ce qui peut nous permettre aujourd'hui de faire de bons pains. Par exemple, Kenyoko fait actuellement, il fait du pain de campagne. Alors qu'ici en Guinée, on ne faisait que le tapalapa, qui n'est pas du bon pain du tout. Donc avec ces usines, non seulement on peut faire le pain de campagne, on peut faire toutes sortes de gâteaux. Et on n'aura plus besoin d'importer. Mais l'usine d'alimentation de bétail est fondamentale parce que nous voulons, la Guinée est un grand pays d'élevage, mais on n'en bénéficie pas parce que nos vaches sont maigres. La poursuite de la démolition des occupations illégales dans la réserve de Demoudoula suscite des interrogations. 10 mois après le déclenchement des opérations de déguerpissement le long du lit naturel du cours d'eau, quelques habitations narguent la volonté publique exprimée. Pourtant, un communiqué du ministère de l'Habitat rassure qu'un service technique devrait poursuivre l'opération de libération de la réserve. Mais pour ce riverain, Demoudoula reste un défi environnemental. Le seul élément maintenant qui manque à la rivière, c'est la forêt. C'est la forêt, cette forêt qui tenait compagnie à la rivière, qui la permet de se maintenir, qui la permet de passer tout ce temps qu'il a passé là. Vraiment, aujourd'hui, cette forêt, elle n'est pas là et elle nous manque à nous, les humains, et je parie qu'elle manque aussi à la rivière. Ces images datent de juin 2017. Alors que les machines du génie militaire sont encore en action, la restauration du site écologique de Demoudoula est engagée par le département en charge de l'environnement et ses partenaires comme la filière bois. 11 mois après, les jeunes plants à croissance rapide sont sortis de terre et continuent leur développement. Environ 6 hectares ont été reboisés. L'entretien reste le principal défi. La présence des éco-gardes de la section de Ratoma est régulière sur le site pour protéger les jeunes plants. Vraiment, il y a une reprise effective des plants. Les zones humides ont une grande importance sur le plan écologique. La tête de source doit être protégée parce que s'il n'y a pas de végétation, nous allons vivre l'érosion. Ça va remplir les lits des cours d'eau. En fin de compte, le cours d'eau va disparaître. Conakry produit 1200 tonnes d'ordures par jour selon l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique. Pour faire de Conakry une capitale salubre, des cadres du département et les élus locaux échangent autour de la décharge de Dar es Salaam. Une décharge à proximité de laquelle une dizaine de personnes ont perdu leur vie lors d'un glissement des ordures en août 2017. Cette rencontre vise à sensibiliser les riverains sur les dangers sécuritaires auxquels ils sont exposés. Le stock de déchets collectés ne fait que s'accroître. Durant le premier trimestre de l'année 2017, nous étions à 40 000 tonnes de déchets collectés et stockés au niveau de la décharge de la minière. Aujourd'hui, à la fin de ce premier trimestre, nous sommes aujourd'hui à 60 000 tonnes de déchets collectés et déposés là. Alors vous voyez, à ce rythme, ça va créer encore d'autres problèmes. Le président de la République a un souci, c'est de faire en sorte que chaque Guinéen soit protégé. Et la meilleure façon aujourd'hui pour protéger les Guinéens de cette zone, c'est qu'ils quittent. Il faut que les gens quittent. Cérémonie de prière et de lecture du Saint-Coran pour la paix à Forêt-Caria. Cette prière collective s'est tenue en présence des filles et fils de la localité. Les fidèles ont prié pour la dévotion afin que Dieu répande sa grâce sur la Guinée. Alia Kamara. Cette retraite islamique à Belele-Bafila dans la préfecture de Forêt-Caria vise à faire la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Ce FIDAO annuel qui est en sa 9e édition a permis aux historiens locaux d'évoquer l'ordre d'installation des grandes familles de Forêt-Caria. Après ce cours d'histoire, les fidèles musulmans de cette localité ont lu plusieurs fois le livre saint pour implorer la grâce divine.
Vous retiendrez que le mardi 17 avril 1888 à 10 h du matin, ce village jadis royaume de Bereire-Bafila a connu une forte agression par les colons, ne laissant aucun survivant, sinon que les évadés et les exilés. C'est ce qui explique aujourd'hui en particulier l'installation des familles Yula dans divers endroits de la Guinée, mais tous originaires de ce village Bereire-Bafila. En tant que première autorité, ça me réjouit parce que c'est des occasions de retrouvailles, de tolérance, de pardon du prochain, d'acceptation du prochain, qui constituent des éléments essentiels de la promotion de la paix et quiétude, sans lesquels aucun développement socio-économique ne serait possible. C'est une reconnaissance aussi au bienfait de nos dévanciers. Et aussi c'est une façon, c'est une opportunité de rappel à nous qu'un jour nous serons ce qu'ils sont aujourd'hui. La retraite de Bereire-Bafila a également permis d'échanger des nouvelles du pays et d'aborder la nécessité du vivre ensemble des Guinéens. À cet effet, des prières ont été formulées pour le renforcement du tissu social et pour le chef de l'État dans le sens de l'aboutissement de sa mission de paix et de cohésion entre les Guinéens. La rencontre est placée sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement. Bien vrai que les familles Yula sont ici présentes pour rendre hommage à leurs ancêtres, mais c'est aussi l'occasion de retrouvailles. Parce que tous les membres sont venus d'horizons différents pour se retrouver aujourd'hui à Bereire. Donc j'encourage et je félicite les initiateurs de cette rencontre. Les organisateurs ont promis de faire rapidement le point sur cette édition du FIDAO afin de lancer très tôt les préparatifs de la prochaine qui aura lieu en 2019 dans la même localité. Et ce public reportage pour terminer cette édition, MTN Guinée fait la promotion de son service Mobile Money. Ce réseau de téléphonie passe par la motivation de ses agents revendeurs du produit MTN Momo. À l'occasion, 22 agents commerciaux ont été primés pour la qualité de leur travail au compte du prix challenge du mois de mars. Pour inciter l'émulation, le lauréat a remporté une moto. Ousmane Ba. Prix Challenge MTN Mobile Money, encore appelé MTN Momo. C'est une proposition de valeur pour motiver les acteurs de la chaîne que sont les marchands Momo. L'objectif est de les amener à promouvoir davantage le produit MTN Mobile Money, ce qui du coup augmente le volume de leurs transactions avec à la clé des récompenses aux revendeurs qui fourniront le maximum d'efforts pour accroître ce business. Nous avons organisé cet événement pour pouvoir d'abord remercier nos partenaires de MTN Mobile Money, nos partenaires qui nous suivent depuis des années, et nous avons jugé nécessaire qu'au mois de mars, commençant du mois de mars jusqu'en fin d'année, qu'il fallait qu'on lance un challenge pour les permettre de faire beaucoup de transactions dans les points de vente, promouvoir nos produits, et à la fin, celui qui aura fait la plus forte croissance va recevoir, vous avez pu assister ici, des lots comme des motos, des smartphones et ainsi de suite. Pour être éligible, l'agent doit réaliser une performance d'au moins 15% en volume dépôt et retrait. Le lauréat remporte cette moto. Je suis très content de la société. Je vous encourage. Je prendrai courage. Je suis ravi de mon distributeur. Je suis ravi de tout le monde. Je vous promets que le mois à venir, je gagnerai encore la moto. Parce que je redoublerai l'effort. Le deuxième gagnant remporte la somme d'1 million de francs guinéens. Certains gagnent des smartphones et d'autres la somme de 100 000 francs guinéens avec des satisfecits. Au total, 22 agents sont récompensés au compte du prix Challenge mois de mars. La campagne va se poursuivre jusqu'au mois de décembre. Mesdames et messieurs, seul le travail paye. C'est tout pour cette édition de ce soir. Merci d'avoir été des nôtres. Demain, vous serez avec une nouvelle équipe pour d'autres pages d'information. D'ici là, passez une douce nuit en compagnie des programmes de la télévision nationale. Bonsoir à tous.
Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale, une émission spéciale dans laquelle nous allons parler des travaux de construction de barrages hydroélectriques à travers le pays, déjà des actions du gouvernement qui se passent de commentaires aujourd'hui et pas plus tard qu'hier samedi, une équipe multimédia était sur le terrain pour faire le constat et dans cette équipe, le doyen Ansoumane Bangoura, journaliste chroniqueur, faisait partie de cette équipe et avec lui, nous allons faire le point de la visite de terrain. Doyen Ansoumane Bangoura, une fois encore, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir Isidore. Alors pour être précis, vous étiez hier sur les sites de construction des barrages hydroélectriques et vous avez fait le constat que ces travaux évoluent très bien. Oui, là les travaux évoluent à satisfaction. Et concrètement, quels sont les sites que vous avez visités? Nous avons visité tout d'abord Amaria, ensuite Swapiti et enfin Kaleta. Alors, Doyen Ansoumane Bangoura, on vous connaît grand journaliste, chroniqueur. Pas grand journaliste,